Il faut qu'on arrête de se diviser dans ce pays. Docteur Julien Cavana, que vous connaissez, professeur adjoint de neurologie à l'hôpital universitaire Emory. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Première question, ce n'est pas au docteur que je la pose, mais aux citoyens américains. Hier, vous avez regardé ça comme à peu près tout le monde. Vos premières réactions? C'est quand même un moment de choc parce qu'on a l'impression qu'il y a une situation de violence politique qui avait fait irruption dans, j'allais dire, la psyché des Américains le 6 janvier 2021, qu'on espérait s'apaiser, c'était quand même le grand enjeu de la présidence de Joe Biden, et qui, là, on le découvre, ne fait que s'envenimer. Reste à savoir si dans les jours, voilà, on a atteint un pic et que la violence, la rhétorique va se calmer. Et comme vos intervenants le disaient juste à l'instant, est-ce qu'il va y avoir une convention républicaine apaisée d'apaisement? Moi, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, on se réveille quand même très groggy, très anxieux de voir ce pays qui s'enfonce jusqu'à preuve du contraire dans la violence politique. Docteur Cavana, on n'est pas médecin, vous l'êtes, mais ce qui nous semble une évidence, je veux vous entendre quand même là-dessus. Si la balle s'était déplacée à 2 cm vers la tête de M. Trump, apparemment, il y a eu un mouvement de tête qui a fait que ça l'a sauvé. Est-ce qu'une balle qui rentre dans un cerveau comme ça, c'est mortel à peu près à tout coup, quoi? Comment vous pouvez analyser ce qui aurait pu se passer? C'est quasiment 100% de mortalité, surtout avec ce type d'armes à feu, la R15, qui sont souvent avec des balles qui sont extrêmement létales et qui causent non seulement des dommages absolument irréparables sur les tissus qu'elles traversent, mais souvent causent des fragments qui vont aller causer des saignements qui sont absolument irrattrapables. Et donc, vous savez, ça, ce sont des blessures par arme à feu qu'on voit dans les services d'urgence et de traumatologie de toutes les grandes villes américaines, ici à Atlanta, à Chicago, à Los Angeles, et j'en passe, parce que malheureusement, ce type d'arme est en pleine circulation. Et évidemment, la personne qui a pris cette balle quasiment pour le président Trump qui se trouvait derrière lui n'a évidemment pas survécu. Bon, autre chose, docteur Cavana, c'est le stress post-trauma. Là. Il a eu un trauma, là. Même si on l'a vu descendre de l'avion à Newark un peu plus tard hier soir, et il se porte relativement bien, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'il va vivre? Ou est-ce qu'on peut dire quelque chose où c'est tellement différent selon la personnalité de chacun? Alors, vous faites bien de mentionner la blessure psychologique qui, là, est invisible. Mais dans les états de stress post-traumatique, parce que c'est de ça dont on parle, c'est quelque chose qui se manifeste plus tard et qui est dans un scénario similaire à celui-ci, où la vie de la personne a été mise en danger, a été mise en jeu. Alors, il y a effectivement les personnalités, et puis il y a aussi la façon dont on se prépare. C'est-à-dire que lorsqu'on a une idée que ça peut arriver, si je vous dis Patrice, des hommes armés vont rentrer dans le studio d'ici 30 secondes, vous avez beaucoup moins de risques d'avoir un état de post-traumatique plus tard que si ça apparaît et que vous êtes complètement surpris. Donc, dans quel état quelqu'un comme Donald Trump aborde un meeting comme ça, sachant qu'il est quelqu'un de virtuellement menacé en toutes circonstances? On le verra peut-être, en tout cas on aura un aperçu de comment il se comporte lors des meetings suivants, lors des rassemblements suivants. On verra. Très intéressant. Effectivement, même si ça arrive, heureusement, peu de fois, mais c'est quand même arrivé. Je rappelle au passage qu'il y a eu 4 présidents assassinés chez vous aux États-Unis dans l'histoire. C'est quelque chose qui peut potentiellement arriver, comme quand on va en zone de guerre ou quand on va ici et là. Donc, il pourra donc, et la preuve, il arrive ce soir à Milwaukee. Il a décidé de poursuivre. Effectivement, ça dit quelque chose de l'état d'esprit dans lequel il se trouve. C'est quelqu'un qui préfère faire que de ne pas faire. Et moi, je me dirais plutôt que sans doute rester
dans sa résidence du New Jersey sur son club de golf à attendre était sûrement quelque chose qui était très difficile pour lui à supporter. Donc aller à Milwaukee en temps et en heure est sans doute plus facile pour lui finalement que d'attendre. Dernière question avant de vous laisser, Dr Kavanagh. On parlait beaucoup jusqu'à hier, 18h11, du sort de Joe Biden, de ses capacités cognitives. Il y a eu un point de presse qui s'est relativement bien déroulé à la suite de l'OTAN à Washington. Il y a eu lui-même, il a eu un rassemblement où on l'a vu assez énergique. Il a dit « je veux rester ». Est-ce que vous intuitionnez que cette histoire-là est derrière nous? En tout cas, Joe Biden est quelqu'un qui a traversé des moments absolument tragiques dans sa vie, la perte de certains de ses enfants, de son épouse, etc. Et donc qui a un talent, pas inné, mais acquis à faire face et à trouver les mots avec le tact qu'il faut dans ce type de situation. Et donc je crois qu'on peut lui faire confiance pour s'adresser au peuple américain et lui aussi essayer d'apaiser la rhétorique par son discours. Et j'ai l'impression qu'effectivement, toute question du remplacement de Joe Biden dans un moment aussi tendu qu'on est en train de le vivre dans la démocratie américaine, ça paraît quasiment indécent. Et donc sa campagne est un peu en pause et je pense qu'on ne va plus entendre parler de remplacement dans les jours qui viennent. Et il est bien possible que la question soit quelque part tranchée un peu par défaut à ce moment très particulier qu'on vient de vivre. Très bien, intéressant. Dr Kavanagh, merci. Merci à vous. On ira aux réactions de politiciens au Canada, mais d'abord, un petit mot là-dessus. C'est quand même incroyable. Et Dr Kavanagh a l'intuition que c'est terminé, qu'il y a un rassemblement chez les démocrates. Jusqu'à il y a 20 heures, ce n'était pas terminé, Michel. Non, mais dans les circonstances, on ne peut pas faire autre chose, d'une part. Puis d'autre part, M. Biden, depuis 24 heures, fait ce qu'il faut. Il s'est adressé à la nation dès hier soir. Il a donné des mots de réassurance et de dire il faut calmer le jeu. Il fait une adresse à la nation ce soir à 20h, on va l'entendre. Il fait ce qu'un président doit faire. Maintenant, est-ce que ça joue pour lui électoralement? Ça, c'est une autre affaire. Mais est-ce qu'on peut décemment, à ce moment-ci, dire OK, on va changer de candidat présidentiel? Je pense que moi, Dr Kavanagh a raison, ça m'y fait toute cette histoire-là. Raphaël, vous êtes d'accord? Écoutez, Patrice, j'étais d'accord depuis le 28 juin. Je sais, et je le dis en toute modestie, je me suis trompé dans le passé avec d'autres prédictions. Dans ce cas-ci, j'étais dans un camp très, très minoritaire dans l'espace médiatique à douter sérieusement que M. Biden, qui est très